Alors, j'ai le plaisir de vous présenter. À mes côtés, Fabrice Chrétien. Vous êtes directeur de la stratégie scientifique de l'Institut de myologie. À côté de vous, Bénédicte Chazot. Alors, vous êtes présidente de la Société française de myologie. Et enfin, Alexandre Drezet, vous êtes directeur de l'innovation à l'hôpital Foch. Et donc, vous allez tous les trois interagir entre vous et avoir ces regards croisés sur la discipline et le domaine de la myologie. Et je vous laisse le soin, Fabrice, en fait, de vous lancer et de lancer la discussion, peut-être avec une première information, si j'ai bien compris, sur un peu l'historique de la discipline. Oui, merci Aline. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un vrai plaisir d'animer, et j'espère que je serai à la hauteur, cette table ronde regard croisé sur la myologie et quel avenir pour cette discipline. Quand on parle avenir de la myologie, peut-être que c'est important qu'on prenne 1 ou 2 minutes pour voir qu'est-ce qu'on met derrière le mot myologie. Qui n'a pas tout le temps eu exactement la même signification au cours du temps. Donc, si on pense avenir, on va regarder un tout petit peu l'histoire. Je vous propose dans un deuxième temps qu'on regarde les structures qui sont en place, l'évolution, la vraie mutation de la discipline aujourd'hui, avant la pause méridienne, d'aborder qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un avenir proche pour accompagner la transformation de cette discipline et l'avenir. Donc, si on pense discipline myologique, il y a un paradoxe concernant la myologie, c'est que c'est une discipline très ancienne, mais qui est à la fois particulièrement moderne, et on l'a vu ce matin, et en particulier lors de la conférence inaugurale de Cédric. Très ancienne parce que on peut remonter, je ne vais pas vous faire un topo d'épistémologie, mais on peut remonter au père de l'anatomie, Galien, qui déjà décrivait le muscle. Donc au début, c'est une discipline très descriptive, très anatomique, qui remonte à l'Antiquité. Le mot d'ailleurs, il vient d'une petite souris qui bouge sous la peau. C'est comme ça que les antiques décrivent le muscle, et d'où la communauté linguistique entre muscle, la souris, et muscle, le muscle. Et puis, va y avoir un deuxième temps dans la description de ce tissu qui est encore un temps anatomique et qui va être relayé par un temps artistique. C'est le temps de la Renaissance, où en fait on s'intéresse à la connaissance de cet organe qui est le reflet de la statique, des formes, et qui va nourrir ce dialogue entre des scientifiques et des artistes. Et on pense tous, quand on dit ça, bien entendu, à Léonard de Vinci. Et puis ensuite, il y a un autre temps qui est un temps là, beaucoup plus moderne, c'est le 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle, où là, la biologie du muscle s'installe. Et c'est une discipline qui est moderne dans ce sens, la myologie comme biologie du muscle, science et médecine du muscle. La médecine du muscle, c'est dans la deuxième partie du 19e qu'on décrit les grands syndromes, du chêne de Boulogne. Et puis sur la biologie, c'est encore plus moderne. La première description des cellules souches dans le muscle, le fait que le muscle a la capacité de se régénérer parce qu'il héberge en son sein une population de cellules souches, c'est 1960. Donc vous voyez que c'est hier. Et je dis ça pour alimenter le propos sur le fait que depuis cette période, en gros depuis les années 50, on a une accélération prodigieuse du corpus de connaissances sur la biologie du muscle. Et tout ce dont on a parlé ce matin, les myokines, les exerkines, tout cette nouvelle fonction musculaire, le muscle pas seulement organe du mouvement, mais le muscle comme glande endocrine qui fabrique des hormones ou apparentées, le muscle qui communique avec d'autres organes, le muscle qui est anti-inflammatoire, le muscle qui a des interactions plus ou moins directes avec le cœur et les poumons. Ça, c'est des connaissances qui remontent à moins de quelques décennies. Donc il y a eu cette évolution très rapide de la discipline, et aujourd'hui on est face à des défis qui sont nombreux. L'accroissement de la connaissance et puis l'arrivée d'énormément de données dans le champ de cette discipline,
Alors ce sera avec les outils connectés, ce sera au travers d'approches d'intelligence artificielle, l'arrivée de traitements innovants, des collègues de Généton qui sont là aujourd'hui, mais aujourd'hui on fait de la thérapie génique des maladies du muscle, hein, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de ce domaine, c'est-à-dire qu'on est capable de corriger un défaut génétique et de guérir des enfants qui étaient destinés à mourir après quelques années de vie ou d'évolution. Et puis les enjeux sociétaux, on en a parlé un petit peu ce matin, on en parlera beaucoup cet après-midi, autour du vieillissement de la population. Donc, on a des enjeux qui sont très importants et on a fait des choses. On a fait beaucoup de choses et on a acquis aujourd'hui un niveau de connaissance, on l'a vu, qui est importante. Et parce qu'on s'est structuré autour de cette discipline. Et on va donner 2 exemples peut-être avec Bénédicte. Le premier, c'est l'Institut de myologie. Je voudrais citer cet exemple parce que c'est un exemple qui est vraiment singulier. L'Institut de myologie, il est créé en 1996, donc il y a 30 ans cette année, et c'est sous l'impulsion de patients et de familles de patients de la FM Téléthon qu'on décide que dans le plus grand hôpital neurologique d'Europe, on va créer une structure dédiée à la prise en charge des patients souffrant de pathologies neuromusculaires. La Pitié existe depuis l'époque de Louis XIV. C'est un temple de la neurologie. Les neurologues de la salle dont je suis un peu en tous étaient formés dans cette maison. Et il n'y avait pas, il y a 30 ans, de consultation dédiée à la prise en charge des pathologies neuromusculaires. Donc il y a la structuration de l'Institut de myologie il y a 30 ans. Et la force de l'idée, c'était qu'il ne fallait pas seulement une structure de soins, mais il fallait y adjoindre un centre de recherche, il fallait y adjoindre des structures pour évaluer le muscle, pour être capable de prendre en charge des collections de tissus, des collections de données, mettre en place des structures de diagnostic très précises. Et ça aboutit aujourd'hui à cet institut, qui est un institut qui travaille sur les maladies neuromusculaires principalement, qui a une vraie visibilité internationale, et qui, me semble-t-il, ou nous semble-t-il, va se transformer pour aborder le tissu dans une assertion beaucoup plus globale et un élargissement du champ thématique. En parallèle, et puis je vais m'arrêter là pour ce petit historique, mais il y a la structuration d'une société savante qui fait que cette discipline qui n'existe pas au niveau de la discipline médicale, on ne va pas voir le myologue, ça n'existe pas, et pourtant elle existe bel et bien. Elle s'est structurée parallèlement au travers d'activités conjointes, cliniques et recherche. Oui, donc ça c'est la Société française de myologie, dans laquelle nous nous appelons les myologues. Voilà, donc elle a été créée par quelques cliniciens, quelques chercheurs en 2002, sous l'impulsion de la FM Téléthon. Et maintenant, c'est vraiment une société qui fonctionne très bien et qui a une particularité, pas unique, mais quand même assez spéciale, c'est qu'elle est pour parité. Elle fonctionne pour parité avec des cliniciens, donc des médecins cliniciens et des chercheurs, des scientifiques. Et donc ce mélange est assez unique. C'est pas le cas dans toutes les sociétés savantes. Et ça permet vraiment une association entre ces deux mondes qui habituellement ne se parlent pas trop, ou dans des endroits un peu particuliers comme l'Institut de myologie par exemple. Et donc ça permet quand même de rassembler toute la communauté et d'impulser des moments, en particulier nos journées annuelles, où tout le monde se rencontre et les échanges permettent les interactions entre les cliniciens et les chercheurs pour développer de la recherche translationnelle et ainsi apporter de plus en plus de connaissances qui vont être évidemment bénéfiques pour les patients. Donc la SFM, le paysage de la myologie française, je dirais qu'elle repose sur, disons, 3 piliers, 3 structures. Donc la première, c'est la FM Téléthon, déjà historiquement. Et puis, il y a la SFM. Donc la FM Téléthon, c'est l'association de patients avec sa force et sa volonté, comme on voit aussi aujourd'hui, d'organiser ses assises, la semaine du muscle. La SFM, donc c'est une société savante. Donc son statut, c'est une association de 1901. Donc c'est une société savante. Donc nous sommes les experts. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions sur à peu près n'importe quoi sur le muscle, nous avons un expert qui peut répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter.
Et la dernière structure qui est plus récente, c'est la filière de soins. Et on va peut-être en parler. La filière de soins, elle est un peu plus, disons, restreinte, puisque c'est la filière de soins sur les pathologies neuromusculaires. Donc ça s'est quand même construit, ce paysage français, autour des pathologies neuromusculaires, que ce soit la recherche et le soin et évidemment, bien sûr, les associations de patients. Et ces interactions sont quand même très efficaces pour avoir donc de nouvelles connaissances et apporter des diagnostics et des solutions aux malades. Mais ça n'englobe pas pour l'instant toute la myologie. Ben merci Bénédicte. Oui, et donc force est de constater qu'il y a un cloisonnement aujourd'hui, qu'on s'intéresse et on a acquis énormément de connaissances et on a structuré les choses autour de la prise en charge de la pathologie neuromusculaire, alors que, et je me tourne vers Alexandre Drezet, aujourd'hui dans la pratique médicale globale, le muscle, c'est bien plus que les pathologies neuromusculaires. Tout d'abord, merci de nous permettre d'intervenir sur un sujet dans un contexte où effectivement on essaie de structurer nos synergies à la fois entre Foch, l'Institut médico-chirurgical Montsouris et l'Institut de myologie. Oui, effectivement, pour en avoir notamment échangé aussi avec des praticiens qui sont sur le terrain, qui pratiquent ces prises en charge, on a des prises en charge aujourd'hui assez hétérogènes, pour certains empiriques, et qu'on a un besoin qui est de décloisonnement entre les spécialités, un besoin d'uniformisation des prises en charge. Et on en reparlera sans doute un peu plus tard, mais je pense qu'il y a différents aspects là-dedans. Il y a l'aspect formation. Aujourd'hui, comment on va vers davantage de transversalité quand on est assez organisé en tuyau d'orgue entre les différentes disciplines. Et puis comment on fait que le muscle, où on sait dans un contexte où il y a du vieillissement de la population, qu'il y a de la perte d'autonomie, comment on fait que le muscle soit mieux pris en charge, sachant que c'est un organe assez central sur le plan fonctionnel, sur le plan métabolique. Merci. Si on prend donc ces trois axes qui permettraient de décloisonner la myologie, donc repenser nos structures et les faire évoluer, élargir le champ des collaborations et puis repenser la formation, comment l'un et l'autre vous voyez le déploiement de chacune de ces actions ? Peut-être intervenir sur la partie formation. On a une réforme du 3e cycle des études médicales qui est maintenant bien mise en place, bien installée, qui s'inscrit un peu dans la continuité des réformes antérieures, mais avec cette possibilité permise de faire de la transversalité via ce qu'on appelle des FST, et de réfléchir un peu différemment que des diplômes d'études spécialisées stricto sensu, où l'oncologue reste dans son couloir de nage, le gériatre dans son couloir de nage. L'idée, c'est de retrouver un peu de transversalité, et peut-être que la biologie sera un exemple tout à fait pertinent, au même titre que la douleur, ou ce genre de choses qui sont des FST validés. Je pense que pour prendre l'exemple de Foch et l'exemple aussi de l'IMM, qu'on a une volonté, notamment des professionnels qui sont dans nos institutions, de travailler sur ce sujet. Ça a fait l'écho à des groupes de travail qu'on est en train de mettre en place, où effectivement, par exemple, si je prends l'exemple des oncologues, il y a un besoin qui est exprimé sans pour autant complètement le suivre, et où on sait qu'on aurait matière à exploiter davantage des effets donnés, des effets d'usage de l'IA qui permettraient de mieux prendre en compte la fonte musculaire, la perte musculaire, et qu'on sait que ça a un impact potentiellement sur la pathologie cancéreuse. Et je m'arrêterai, je donne cet exemple du cancer, et c'est valable pour tout un tas d'autres spécialités, que ce soit la médecine interne, la gériatrie, la reprise de chirurgie, etc., etc. Peut-être avant de passer la parole à Bénédicte, mais juste pour rebondir, si tu me permets, sur la partie formation médicale et pour donner peut-être un petit éclairage un peu plus général. La FST, comme Alexandre le propose, c'est probablement un outil très intéressant qui peut nous permettre de faire levier dans cette question qui est de développer une spécialité transversale. L'idée, c'est pas que la myologie soit une nouvelle discipline en silo
à côté d'autres disciplines d'organes. Puisque, on l'a vu et on le verra tout au long de la journée, la myologie, ça parle à plein de spécialités d'organes qui sont déjà constituées et qui sont déjà enseignées. L'idée étant vraiment, au travers de cette forme, c'est un deuxième diplôme de spécialité, si vous voulez, cette FST. C'était plus possible dans les études médicales. On avait interdit la possibilité d'avoir un deuxième diplôme de spécialité. On pouvait être spécialiste dans une seule spécialité, mais cette FST de myologie permettrait d'avoir une deuxième spécialité qui serait transversale. Et à terme, on pourrait être oncomyologue, cardiomyologue, pneumomyologue. Et ça, c'est, comme Alexandre le disait, ouvert. C'est possible par cette réforme. Il y a aussi une deuxième réforme que cette grande maison au-dessus de notre tête est en train de travailler, qui est la réforme du premier cycle des études médicales. Et je voulais juste mettre un petit éclairage là-dessus, parce que la réforme du premier cycle des études médicales, le doyen Touzé était avec nous ce matin, il accompagnait la ministre, c'est lui qui la porte. On parle d'une réforme qui devrait se mettre en place et supprimer les 2 filières pour la première année de médecine, qui devrait se mettre en place à horizon septembre 27, donc c'est demain. Que là, il s'agira de revoir le volume d'enseignement et probablement de redimensionner. Ça veut dire faire des coupes, puisqu'il faudra intégrer plein d'autres disciplines qui ne sont pas des disciplines scientifiques ou médicales. Et donc là, je pense que c'est dans les premiers cycles des études médicales qu'on peut enseigner l'homme normal, l'homme ou la femme normale, la physiologie, l'histologie, l'anatomie et des notions biologiques fondamentales. Donc là, je pense que c'est très important de défendre qu'on a besoin d'un corpus d'enseignement à la fac de médecine qui soit aussi dès le premier cycle et dernier cycle pour la spécialité. Et sans oublier d'ailleurs que nos collègues paramédicaux sont aussi très demandeurs d'une formation qui soit harmonisée au niveau national. Tout à fait, surtout qu'on a de plus en plus de demandes d'infirmières qui veulent devenir infirmières en pratique avancée, et que ça peut être des sujets qui peuvent les intéresser. Et à mon sens, il faut les inclure dans ce débat-là et dans cette réflexion. D'un point de vue académique, scientifique. Alors, juste une question, la FST, c'est au moment de l'internat ? Alors, c'est une dernière année d'internat, si tu veux. Donc, il y a 4 ou 5 ans d'internat, y compris pour la médecine générale qui va passer à 5 ans. La médecine générale est désormais une spécialité reconnue comme telle. Et c'est une année supplémentaire avec des postes d'internes, d'ailleurs, qui permet d'avoir cette formation. Et Alexandre citait l'exemple de la douleur ou du sommeil, qui sont déjà déployés en formation spécialisée transverse. Ok. Non, mais je trouve que c'est très intéressant. On avait discuté avec Laurence lors de Myologie 2024 sur un peu pas la paupérisation, mais le manque de diversité des médecins qui sont essentiellement neurologues. Donc ça permettrait aussi de décloisonner un peu. Alors, au niveau enseignement concernant les scientifiques purs et durs, si je puis dire, c'est pas encore installé. Pour l'instant, c'est des ballons d'essai qui sont faits par le ministère. C'est le système des graduates, qu'on appelle les EUR pour École universitaire de recherche, qui est l'objectif, c'est de remplacer les masters un peu basiques académiques par des masters qui sont organisés autour de la recherche qui est faite localement. Et donc, je pense que c'est une opportunité pour la myologie, en l'intégrant, pas que la myologie, mais en l'intégrant dans le corpus local de recherche pour augmenter la visibilité de la discipline et augmenter la formation des étudiants dans ces disciplines. Donc, je donne un petit exemple cocorico, parce que je viens de Lyon, et donc il y a une graduate, donc un ballon d'essai qui a été validé à Lyon, qui s'appelle Muscle avec un K, qui ne concerne pas que le muscle, mais qui concerne la locomotion, l'os, les tendons, le métabolisme, vraiment très large. Et je pense qu'au niveau des sciences, des scientifiques, pour leur formation, c'est vraiment quelque chose que la discipline doit saisir l'opportunité pour multiplier les initiatives sur le territoire français lors de la création de ces graduates. Voilà pour l'enseignement. Dans le champ des collaborations, alors dans les disciplines médicales ou paramédicales, parmi les scientifiques, comment on fait que les biologistes parlent aux physiologistes, que les biologistes cellulaires parlent aux biologistes moléculaires, que les spécialistes de la physiologie du sport parlent à leurs amis? Alors, à la SFM, c'est vraiment une des missions dans les statuts de la société, c'est vraiment de rassembler la communauté.
Et donc, partant de ce noyau, disons, neuromusculaire, on a vraiment élargi ça toutes ces dernières années. Donc maintenant, nous avons je peux dire des stapsiens, enfin des gens qui travaillent sur la physiologie du muscle normal, qui viennent aux journées, qui font partie de la communauté. On a ouvert également, il y a quelques années, aux personnes qui travaillent sur le métabolisme de la fibre. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui sont intéressés vraiment par les maladies neuromusculaires. Et on souhaite continuer, évidemment, cet élargissement. Donc là, en ce moment, on a une action un peu particulière, qui est un tour de France qu'on est en train de réaliser au niveau du bureau de la SFM pour rencontrer vraiment tous les acteurs au sens très large de la myologie, tout en France, pour les inciter à rejoindre la communauté ou y revenir s'ils s'en sont un peu éloignés. Et on a aussi des actions avec d'autres sociétés savantes, par exemple le GRRC, le groupe de recherche et de réflexion cardiovasculaire, cardiovasculaire. On travaille évidemment avec les gens du nerf périphérique, ça c'est quand même assez historique. Et je souhaiterais plus tard qu'on s'intéresse aussi au domaine de l'immunité, l'oncologie, puisqu'on a vraiment des choses à faire ensemble. Donc ça, c'est des choses qui sont actuellement portées par la SFM pour décloisonner et accueillir de plus en plus de profils différents dans les myologues, parmi les myologues, comme nous appelons. D'un point de vue médical, paramédical, si on arrive à être entendu avec le déploiement de cette formation transverse, comment on fait pour que ce ne soit pas uniquement une ligne de plus sur une plaque en laiton doré Vraie question, effectivement. Je pense que l'avantage réellement de la FST, c'est de faire reconnaître, d'être reconnu, d'avoir cette visibilité, de dire que ça existe. Et derrière, après, il faut effectivement le faire vivre, mais c'est le cas de tout projet, avec des experts du sujet, en embarquant, je pense, c'est le cas spécifique, je trouve, de la biologie, en transversalité, on va dire un grand nombre de spécialités médicales. Et je trouve que c'est aussi la nature des échanges qu'on a eus entre Foch et l'Institut de biologie. C'est qu'on a senti initialement, enfin voilà, on a senti un engouement des praticiens parce qu'ils sentent bien qu'il y a quand même un besoin. Et ce besoin, ça s'est matérialisé par des échanges, du collectif, et c'est comme ça qu'on avance. Je trouve que les FST, globalement, maintenant, on a un recul qui est quand même encore limité, mais c'est quelque chose qui est bien pris en compte, qui sont pris en compte de toute manière dans le cadre aussi des recrutements qui sont faits par les établissements. Pourquoi je veux recruter tel praticien ? Peut-être que effectivement, d'avoir une compétence en biologie sera un plus qui fera pousser la balance pour être acté et recruté. Je vois qu'on est aligné sur notre objectif qui est de comment faire du muscle un objet scientifique et clinique partagé. Donc peut-être de partager un peu comme mot conclusif de cette matinée que à la FM Téléthon et à l'Institut de biologie, on a un projet ambitieux de transformation de l'Institut en une fondation du muscle, fondation de myologie. Cette fondation, elle continuera à travailler sur ce qui a été le cœur de métier, là où on a développé des compétences et acquis un patrimoine de connaissances, patrimoine biologique et de savoir-faire qui est les maladies neuromusculaires, mais avec aussi l'ambition d'élargir le champ thématique, comme évoqué précédemment par Bénédicte, sur le muscle vieillissant, le muscle entraîné, le muscle en conditions extrêmes, et de tisser un réseau très dense de collaboration avec d'autres acteurs. Typiquement, je pense que la France est assez bien dotée en structures de pointe en cancérologie, par exemple. Mais l'impact du cancer, de la maladie cancer, des traitements anticancéreux sur le muscle, on doit le travailler de concert avec ces instituts d'excellence. Gros sujet également autour de la pathologie mentale. Vous savez qu'il y a un plan santé mentale actuellement, que la pathologie mentale, tous les chiffres sont absolument dramatiques en termes d'explosion de l'incidence. Moi, j'ai la chance d'avoir mon activité clinique, mon activité médicale dans un hôpital psychiatrique, et un certain nombre de mes collègues de me dire le muscle est un biomarqueur de la maladie mentale.
c'est-à-dire que la maladie mentale entraîne de la sédentarité, les traitements aggravent cette sédentarité, et on a des patients qui ont énormément de comorbidités, 10 ans d'espérance de vie en moins pour les patients qui souffrent de troubles psychiques graves, parce que leur muscle est impacté et parce que c'est une espèce de laboratoire de la sédentarité et du désordre musculaire et métabolique, la maladie mentale. Donc je pense que là aussi, puisqu'il y a des actions qui sont mises en place avec un plan en maladie mentale, il faut que la myologie s'insère également dans cet écosystème de recherche. Donc voilà peut-être comme mot de la fin, des commentaires ou avant qu'on prenne quelques questions. Non, pas de commentaires. Je pense que je suis assez d'accord sur le sujet que le muscle doit devenir un biomarqueur des pathologies, et notamment nous, en ce qui nous concerne, je pense des pathologies cancéreuses, qui sont aujourd'hui, du moins dans la pratique, et pour en échanger assez régulièrement avec les praticiens, notamment dans le cadre de la préparation de cet échange, assez empirique, hétérogène, et qui a besoin d'avoir un cadre normatif sur lequel les cliniciens peuvent se reposer. Et je pense qu'il y a un sujet, à mon avis, qui s'ouvre à des perspectives qui sont assez intéressantes, notamment à la fois autour de la e-santé et potentiellement derrière de l'IA permettant une meilleure exploitation, notamment des devices qu'ils pourraient avoir sur les activités que font les patients et ce genre de choses. Donc je pense que on a des perspectives assez intéressantes en la matière pour essayer d'avancer ensemble. Bien, on passe peut-être à quelques questions de la salle. Je vais tout simplement déjà vous en poser une. Comme ça, ça enclenchera d'autres. Je me demandais, j'espère que ce n'est pas trop théorique comme question, comment faire pour que le muscle soit vraiment un objet de l'innovation ? J'ai entendu les termes IA, on pense à des dispositifs très particuliers. Comment il peut être un vecteur d'innovation ? Alors là, la réponse, elle est facile. C'est tout le travail que la FM Téléthon a fait depuis 30 ans avec les chercheurs. Donc au départ, c'était les maladies musculaires avec la myopathie Duchenne au prime abord. Et puis finalement, ça a débouché sur un élan sur les maladies rares, et les premières thérapies géniques, thérapies cellulaires ont été faites grâce à la recherche menée autour du muscle. Donc là, c'était pas très théorique finalement comme question. Finalement, c'était pas si théorique que ça. Oui, c'est même une question très pratique. C'est vraiment, le muscle est un laboratoire de l'innovation, comme l'a dit Bénédicte, porté par cet incroyable dynamisme, porté par l'AFM Téléthon. Quand même, regardons un tout petit peu en arrière. Il aura fallu peu de temps pour arriver. Ça paraît long, ça paraît long pour les patients, et vraiment, pas me méprendre sur mes propos, mais dans l'histoire du développement de révolutions technologiques, il aura fallu très peu de temps pour arriver à des traitements sur des maladies qui étaient incurables. Donc, il y a un seul autre exemple que je connais dans l'histoire des sciences, c'est l'exemple du sida, où en fait, mais il y a eu un investissement recherche dans le champ de l'immunologie qui n'est pas du tout comparable. Alexandre, vous avez un commentaire sur muscle et innovation, vous qui êtes directeur de l'innovation à l'hôpital Foch. On n'a pas directement et stricto sensu de pathologie musculaire au sens où vous l'entendez, avec la mise à disposition de traitements que nous on utilise dans nos structures. Moi je fais le parallèle avec là on traite des pathologies musculaires, donc on a mis en place, on a développé des nouveaux médicaments. Nous, notre applicatif, il va être un petit peu différent puisqu'on n'est pas des spécialistes du muscle, mais ça va être utiliser le muscle comme un facteur pronostic d'autres pathologies. Et donc, c'est d'où la nécessité de transversalité et comment le muscle est un facteur de bon ou mauvais pronostic d'un certain nombre de pathologies, notamment le cancer, on sait que c'est un facteur de mauvais pronostic. Et comment on lutte et comment on met en place des systèmes qui permettent de lutter contre la fonte musculaire. Voilà. Et après, il y a tout le sujet e-santé que j'ai commencé un peu aussi à évoquer, qui, à mon sens, permettra de ce qu'on appelle dans le jargon hospitalier le décloisonnement ville-hôpital, d'avoir un suivi des patients en ville et voilà, d'avoir typiquement un suivi de l'activité des patients, etc., etc. On a beaucoup parlé du cancer, il y a peut-être aussi un autre exemple à citer, c'est dans la médecine aiguë.
vous vous souvenez tous, l'épidémie de Covid, l'importance de ces patients intubés, ventilés, curarisés à des niveaux extrêmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est 50% des patients qui séjourneront plus de 15 jours en réanimation intubés, ventilés. La moitié de ces patients qui sortent de réa, qui guérissent de leur maladie, ne retourneront pas au travail. Du fait d'une faiblesse musculaire, du fait d'une dysfonction diaphragmatique. Donc ces chiffres sont impressionnants. Alors, il y avait une question, mais a-t-il un micro? Voilà, le micro arrive. Normalement, ça marche tout seul. Allô, allô. Oui. Voilà. Une question un petit peu intéressée, mais la réponse va peut-être intéresser d'autres personnes. J'ai vu que donc il y a l'hôpital Foch, auquel j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'interne, donc c'était hier, hein, même avant-hier. L'Institut Montsouris, le CHU d'Orléans. Et si le CHU de Rennes veut vous rejoindre, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Pas du tout. Personne n'est exclu. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Et je pense vraiment que c'est très important qu'on crée cette dynamique. Cette fondation, ce n'est pas un énième institut de recherche. On la veut vraiment ouverte sur la ville. On l'a vue très transversale. On la veut très décloisonnée sur les thématiques scientifiques. On l'a abordée. Mais surtout, cette vocation, on veut qu'elle ait un dimensionnement national, voire international, et que ce soit en quelque sorte une espèce de Babel où se rencontrent les myologues de partout pour que cette communauté scientifique soit encore plus active, encore plus dynamique, encore plus collaborative. Donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Ça doit vraiment être une maison des amis myologues. Est-ce qu'il y a à l'international un institut qui est semblable? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a aucun institut qui a ce dimensionnement et cette position. Il existe des instituts qui travaillent sur les maladies neuromusculaires. Il existe des centres de biologie qui font de la biologie musculaire de très haut niveau. Mais à notre connaissance, une fondation qui englobera tout ce champ thématique, où les patients participeront aussi à la gouvernance. Et ça, c'est important, je pense, hein, de penser que la médecine de demain, elle n'est pas seulement faite, et c'est un docteur qui parle, par des docteurs qui disent ce qu'il faut faire. Hein. Je pense que ça peut aussi être une évolution intéressante. C'est un exemple unique au monde. Christophe, peut-être? Oui, j'ai une petite question qui en fait... un peu inspiré par le passé, hein, par une initiative entre deux grandes villes européennes, entre Paris et Berlin. Vous voyez bien de quoi je parle, hein, de diplôme international de myologie, hein, qui à un moment donné a été fondé, hein, par les deux universités parisiennes et celui d'Allemagne. Est-ce que vous avez des... Parce qu'on fait la suite de formations qui est croisée maintenant entre myologie qui s'est élargie. Est-ce que vous avez des projets de ce type-là? Est-ce que vous pensez à instaurer le diplôme de myologie au niveau de thèse, par exemple? Donc, merci Christophe pour cette question, parce que c'est également une dimension très importante qu'il faut qu'on travaille, la dimension européenne. Alors les formations, elles sont hétérogènes, donc il y a des programmes de collaboration entre les universités, mais ça peut aussi nous permettre d'alimenter, j'allais dire, un peu moderniser peut-être aussi les parcours de formation, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont des innovations universitaires en termes de formation et autres dans d'autres grandes universités européennes. Tu as parlé de l'Allemagne, bien entendu. Il y a aussi l'Autriche. Il y a des initiatives qui sont très intéressantes dans les pays de l'Est ou dans les pays du pourtour méditerranéen. Donc je pense que là, j'ai envie de le voir comme le deuxième étage de la fusée, mais il ne faut pas que les étages se détachent trop vite. Hein. Donc, il faut qu'on mette cet ouvrage-là sur le métier également. Mais cette dimension européenne, on a besoin de la travailler aujourd'hui, c'est évident. Et en particulier,
moi, je ne connais que le spectre des universités, enfin, des facultés de médecine. On voit bien se dessiner un vrai dynamisme dans certaines facultés au travers de collaborations à l'international, de programmes d'échange. Erasmus est un très bon exemple, hein, mais au-delà, dans mon université, désormais, les étudiants, avant de passer l'internat, à peu près un tiers des externes, voire près de 50%, vont à l'étranger faire 1 ou 2 semestres. Et ils en reviennent transformés. Donc, bien entendu, décloisonner, c'est pas seulement décloisonner la discipline, c'est aussi travailler sur les frontières géographiques. Oui, pour compléter au niveau scientifique et pas médical, je pense quand même que beaucoup de choses reposent sur des dynamiques locales qui vont saisir les opportunités qui existent. Donc il y a les MSCA qui sont des ITN, donc c'est les programmes européens qui sont internationaux. Donc c'est assez lourd à monter. Il y a les co-found, donc il y en a un qui s'est... tu le sais, qui a fédéré 5 universités en région Auvergne-Rhône-Alpes pour 55 programmes de doctorat, donc c'est énorme. Tout ça encore sur le muscle, la locomotion, l'exercice. Il faut profiter de ce que les universités localement proposent des programmes. Il y a le programme Arcus, qui est un programme européen également, dans lequel là, il y a une interaction, donc je parle de ce que je connais localement, entre Lyon, Padoue et Lausanne. Donc ça ressemble, ça délivre pas des diplômes, mais ça permet des échanges. Et je pense que le dynamisme de la communauté myologue française est vraiment important. Et je pense que c'est la plus grosse communauté européenne en termes de recherche. Il y a peut-être les Italiens avec qui on est côte à côte, mais je pense que vraiment, il y a une très grande qualité et quantité aussi de chercheurs en France en biologie. Donc il faut profiter de tous les leviers possibles pour développer la discipline. Peut-être quelque chose de plus bottom-up que dans l'autre sens, quoi. Il y avait une... Ah. Allez-y. Ah, le micro ne fonctionne pas, mais un autre arrive. Voilà. Merci. Je voulais aborder un point un peu plus maladie rare. J'ai entendu parler de transversalité, de décloisonnement, mais qu'en est-il pour les recherches concernant les glycogénoses de type musculaire? Est-ce qu'il y a des projets suite à ce nouveau plan? Est-ce qu'il y a des axes de travail? Peut-être des sensibilisations aux professionnels du sport, aux médecins, afin de permettre le diagnostic précoce et de ne pas attendre 30 ou 40 ans. Je pense notamment aux glycogénoses de type 4 ou type 5. La question de la transversalité dont on a parlé, elle n'exclut pas ce qui est notre cœur de métier, hein, c'est de continuer à travailler sur le modèle des pathologies neuromusculaires et sur les pathologies rares. C'est l'ADN de la maison. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein, cette future fondation, elle continue à faire ce qu'elle fait aujourd'hui avec plus de moyens et en plus, elle élargit le champ thématique. Donc il y a 2 façons d'aborder les questions. Il y a la façon de l'aborder d'un point de vue strictement entité pathologique, je vais travailler spécifiquement sur cette maladie, mais aussi il y a une autre façon d'aborder les questions sur les maladies rares ou sur les maladies extrêmement rares, ultra rares, hyper rares, c'est de les aborder de façon transversale par la physiopathologie, parce qu'il y a des mécanismes communs. Dans les maladies de surcharge, par exemple, il y a dans les maladies qui entraînent de la fibrose musculaire, le mécanisme physiopathologique sous-jacent, c'est le même. Donc c'est aussi une autre façon d'aborder la pathologie, et là qui répond à des pathologies fréquentes, mais pas que, et qui peut aussi, à terme, permettre de déboucher vers des innovations thérapeutiques sur les pathologies rares. Donc il n'y a pas d'exclusivité dans le fait de dire on devient transversal. C'est pas parce qu'on se transforme, c'est parce qu'on élargit le champ thématique. On ajoute des choses. Donc là, par exemple, on peut prendre cet exemple-là. Dans la SFM, il y a les cliniciens qui travaillent qui s'occupent des patients de ces pathologies, et il y a des chercheurs qui vont essayer de comprendre les mécanismes. Et le fait que tous ces gens-là puissent se rencontrer, ça va permettre de comprendre, comme tu disais, des nouveaux mécanismes pour ces pathologies de la part des chercheurs et inversement. Et le décloisonnement est important, et en particulier, je suis vraiment sensible
à cette ouverture de FST au niveau de la clinique, puisqu'on souffre, par exemple, à la LSFM, de ne pas avoir assez de cliniciens qui s'intéressent aux muscles. Donc nos collègues cliniciens plus seniors ont vraiment du mal à attirer des jeunes. Donc on a tout un programme pour les attirer avec plein de sucettes, si je puis dire, mais des prix, des choses comme ça. Hein. Et on leur donne la place pour qu'ils puissent exprimer leur recherche. La recherche translationnelle et la recherche clinique, c'est vraiment quelque chose qui est une des priorités de la société, justement pour répondre à ce genre de questionnement sur des pathologies rares. Donc on ouvre le cercle sans exclure. On agrandit le cercle, en fait. Bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Nos intervenants.